je suis Yann Acosta, le metteur en scène, et on va vous présenter quelques extraits de Qui suis-je, qui est le premier roman de Thomas Gornet. Alors c'est l'histoire d'un jeune garçon de 3e qu'on va suivre durant toute une année scolaire et qui va prendre conscience qu'il est tombé amoureux d'un autre garçon de sa classe. Donc ce qui est très beau dans le roman de Thomas Gornet, c'est que moi c'est vraiment le roman que j'aurais adoré lire quand j'avais cet âge-là, parce que c'est extrêmement... l'homosexualité est associée à l'amour et pas du tout à une difficulté, ni à une souffrance, mais vraiment à l'amour. Et du coup, c'est une différence, l'homosexualité, avec laquelle il va se construire, mais pas du tout un problème. Ce que j'aime beaucoup dans le roman, c'est que c'est écrit à contre-temps, c'est-à-dire que le personnage de Vincent va comprendre, après tout le monde, ce qui lui arrive. Donc on va lui envoyer des signaux, sa meilleure amie va lui lancer des perches, il y en a qui vont le fuir, il y en a qui vont le rejeter, il y en a qui vont lui envoyer des insultes plus ou moins frontales, mais lui ne comprend pas en fait. Et le lecteur, et le spectateur en l'occurrence, avance avec lui, mais comprend toujours un petit peu avant aussi, et ce qui fait qu'on est assez touché et bouleversé par sa naïveté. Voilà. La scénographie, elle est signée Grégoire Faucheux. C'est un scénographe que j'aime beaucoup, qui est très radical, très graphique, et qui a des lignes très pures. Et en fait, Grégoire il collabore beaucoup avec Olivier Letellier, entre autres. Et donc c'est l'idée du vestiaire. Donc le vestiaire, c'est un endroit clé dans le roman, parce que c'est l'endroit de l'humiliation, mais c'est aussi l'endroit du désir, de la naissance du trouble amoureux. Et c'est un endroit les scènes dans le vestiaire, dans le roman, sont assez marquantes. Donc on a pris l'idée du vestiaire, mais en bougeant un petit peu les bancs, des petites choses comme ça, on arrive à recréer tous les espaces du roman, la classe, chez Vincent, etc. Et ce dispositif, il est fait pour accueillir de la projection de bande dessinée. Et là, on va collaborer avec un dessinateur que j'aime beaucoup, qui s'appelle Hugues Barthes. Et Hugues Barthes a écrit beaucoup de romans graphiques et autobiographiques qui sont assez proches en fait de l'univers de Thomas Gornet, parce qu'ils sont très, très pudiques, très intimes aussi. Et notamment, pour le Qui suis-je, il va donner à Vincent les traits d'une de ses BD qui est les plus connues, qui est Dans la peau d'un jeune homo. Et ce personnage-là qui ressemblera fort à Vincent. Qu'est-ce que je dis sur Hugues Barthes? Non, voilà. En fait, voilà, la rencontre entre l'écriture de Thomas Gornet et les dessins de Hugues Barthes, son univers, pour moi, c'est assez évident. La bande dessinée, elle sera... c'est pas du tout de l'image animée, ce sera vraiment le langage de la bande dessinée, les vignettes, les gros plans, ce sera du noir et blanc et ce sera jamais animé. Et ça, c'est des dessins que Hugues a déjà fait pour Qui suis-je, les premiers qu'il a réalisés. Donc c'est assez, voilà, c'est le langage de la bande dessinée, ça j'y tiens. Et puis juste à la fin, la dernière scène, quand Vincent a résolu cette énigme de Qui suis-je, qu'il a enfin compris qui il était, on va pouvoir amener de la couleur et un peu de mouvement, puisque c'est une espèce de commencement dans sa vie, et ça s'ouvre comme ça. Et c'est ça qui est très beau dans la littérature jeunesse que j'aime, c'est que c'est plein d'espoir et de positivisme. Et voilà, alors je dis littérature jeunesse, c'est vrai que c'est un roman qui est édité à l'école des loisirs, mais c'est vraiment tout public, quoi. Je pense qu'on peut tous être très touchés par cette histoire. Ouais, ça c'est le dessin de Hugues Barthes. Ensuite, alors au cœur de ce dispositif, donc, 3 comédiens. Donc il y a Côme Thiolin qui joue Vincent, et autour de Vincent, Clémentine Alain et Théo Costamarini qui jouent tous les autres personnages, donc la multitude de personnages qui tournent autour et qui, enfants et adultes, voilà, qui vont l'amener à cette compréhension du fameux Qui suis-je. Et avant de leur laisser le texte, de vous laisser lire quelques extraits, juste dire une chose, c'est que moi je suis assez bouleversé par ce roman, parce que ce que raconte Thomas, c'est tellement intime, c'est vraiment, j'ai l'impression que c'est autobiographique presque, et on est beaucoup à avoir vécu ça. Et une fois qu'on a passé ça, on a l'impression que ça y est, c'est plus un problème, c'est plus un sujet. Et j'ai cru pendant longtemps en fait que l'homophobie, ça avait reculé, que l'homosexualité c'était pas un problème, enfin un sujet en tout cas. Et
Et en fait, dernièrement, avec les débats sur le mariage pour tous, ça a réouvert les vannes d'une homophobie très forte. Et quand on travaille dans les établissements scolaires, comme on le fait, artistes, etc., on se rend compte que vraiment c'est devenu un vrai fléau et que les profs ont besoin d'outils pour dialoguer avec leurs élèves. Donc on voit fleurir des campagnes publicitaires, etc., des campagnes de sensibilisation dans les établissements. Les profs en parlent de plus en plus, il y a beaucoup de harcèlement. Et donc autour de ce spectacle, il y aura tout un dispositif qui sera mis en place de sensibilisation autour de la question de l'homophobie, voilà, pour les collégiens. Eh bien, je vous laisse la parole. La cour de récréation, j'arrive pas à m'y faire. Je vois vraiment pas ce qu'un carré de goudron strié de quelques lignes de peinture jaune défraîchie et parsemé de bancs en bois marron foncé a de récréatif. Généralement, je suis assis sur une marche de l'escalier du préau, prêt à partir au plus vite de cet endroit au premier coup de sonnette. Je partage souvent mon morceau de béton avec Myriam ou Aziz. Aujourd'hui, je suis tout seul. Myriam est avec un gros tas de filles ricanantes agglutinées autour d'un banc et Aziz est chez Zerbib, la conseillère d'éducation, parce qu'il a perdu son carnet de correspondance. Il a battu un record. D'habitude, il attend les vacances de la Toussaint pour le perdre une première fois. Mais sera-t-il au niveau d'il y a 2 ans, en 5e, quand il l'avait perdu 5 fois dans l'année? Nous le saurons au dernier épisode de cette palpitante aventure. C'est l'heure de manger. Tout le monde va se ruer vers les portes de la cantine comme si on vivait en temps de rationnement. J'ai pas très faim. J'ai encore mal aux mains à force de monter à la corde au cours de sport. Elles sont toutes rouges. J'ai une petite ampoule. Regarde mes bras. Aucun poil digne de ce nom à l'horizon. Une fois, j'ai entendu Christophe dire à Momo que ça fait viril, des poils sur les bras. À la maison, c'est la fête, comme d'habitude. Quand j'arrive, papa et maman sont en train de rire ensemble sur le canapé en écoutant un CD de musique classique et en se faisant des bisous dans le cou. Mon frère Thibaut sort de sa chambre et me tend un paquet cadeau. Un grand sourire se dessine sur son visage tandis que je déchire l'emballage. Une calculatrice. Sa calculatrice que je convoite depuis 42 ans. Puis il enroule un bras autour de mes épaules, me raconte ses premiers jours en terminale S, ses profs, ses copains, les filles qui lui plaisent déjà, et demande de mes nouvelles. Est-ce que tu vas bien en classe? Et mon pote Aziz, toujours aussi marrant. En tout cas, Myriam, qu'est-ce qu'elle est bonne! Maman se dégage de l'étreinte de papa en riant et nous annonce que le repas est prêt. Papa met la table en chantant une chanson de Tino Rossi. Et tout ça se termine autour d'un bon plat de frites maison avec concours de blagues Monsieur Madame. Bon, évidemment c'est pas du tout ça. Les parents sont encore au travail et comme ils travaillent pas au même endroit, ils risquent pas de se faire des bisous dans le cou ou ailleurs. Thibaut, il est dans sa chambre, je l'entends rigoler avec un copain à lui et il n'en sortira ni pour m'offrir une calculatrice, ni pour un bonjour, ni pour rien du tout. Les seuls contacts physiques qu'on a, c'est quand on se cogne en sortant par hasard au même moment de nos chambres. Je vais dans ma chambre, ferme la porte, ouvre la fenêtre et respire un grand coup. Je reste debout assez longtemps. Le jour commence à tomber, j'entends maman rentrer, le copain de Thibaut partir, Thibaut râler et maman s'énerver du vide du frigo. Je ferme la fenêtre. Éclairé par ma lampe de bureau, mon reflet apparaît en face de moi. Ouais, pas vraiment moche, pas vraiment beau. Maman, Thibaut et papa ont tous les trois une peau foncée et des cheveux bruns. On les prend souvent pour des Italiens. Moi, je suis blanc et blond. Un peu fade, quoi. Je me fais penser à une endive. À ce propos, je commence à avoir faim. Ce n'est que la 3e semaine de cours et on nous rend déjà des contrôles. À mon avis, il y a des profs qui ont une vie tellement triste qu'ils savent pas quoi faire, alors ils nous filent des contrôles toutes les 5 minutes, comme ça les corrections occupent leur week-end sordide. Myriam me dit que c'est pour notre bien, que cette année c'est le brevet, je m'en fous. J'ai tout le temps des super notes, donc je vois pas pourquoi je le rate pas. Cet après-midi, c'est Carreras qui nous rend un devoir de maths. Il fait super chaud. On se croirait à la plage. Manquerait plus que la prof distribue des chouchous. Je m'installe au fond. J'ouvre la fenêtre, l'air mauvais.
Carreras me regarde avec des yeux ronds. Bah quoi, j'ai bien droit d'être au fond aussi des fois. J'ai beau être dans les premiers de la classe, je peux être un camp quand je veux. De toute façon, je fais la gueule. J'écoute, mais je dis rien. Je souris pas quand elle me rend ma copie avec un 17 dessus. Je sais pas ce que j'ai. Sans doute mes règles, comme dirait mon frère. Bonjour à tous. Merde! Je vous présente Cédric Martineau, un nouvel élève qui vient d'arriver dans notre collège. Il va passer son année de 3e dans votre classe. C'est Raoult, l'approviseur. C'est moche, Martineau. Alors vous vous connaissez tous bien, hein, vous êtes un groupe déjà constitué, donc je compte sur vous pour l'intégrer et pour lui faire le meilleur accueil, n'est-ce pas? Eric, tu veux que je t'aide à écrire sur la table? Bien vu, Cédric. Mais va t'asseoir au fond, à côté de Vincent. Excuse-moi pour le coup de vent. Bah, c'est rien, c'est pas ta faute. C'est mercredi après-midi et comme beaucoup de nos semblables, Myriam, Aziz et moi allons au cinéma. Extrait. T'as pas aimé le premier épisode, pourquoi tu vas aller voir la suite? Paraît que c'est mieux. C'est impossible, les suites sont toujours moins bien. Ah ouais, et l'Empire contre-attaque? C'est le seul contre-exemple de toute l'histoire des suites. Et plutôt que tu veux pas aller voir mon film. Oui, bah merci, Ryan Gosling. D'accord, Ryan Gosling. C'est pour les filles, wesh. Mais qu'est-ce que c'est que cette remarque sexiste? En plus, c'est complètement con. Hein. D'où il y a des acteurs pour les mecs et des acteurs pour les filles. Ah non, je dirais plutôt qu'il y a des acteurs pour les filles et des actrices pour les mecs. Et donc, t'es obligé d'accompagner ta réflexion débile d'un gros rire gras. Bah quoi, j'ai pas raison? Fin de l'extrait, merci Myriam et Aziz pour cette belle interprétation. Le terre-plein devant le multiplex est chauffé à blanc par le soleil. Aucun arbre ici. À peine quelques touffes d'herbe qui poussent entre les dalles beiges. De toute façon, le film avec Gosling dans 5 minutes sera commencé, il n'y aura plus le choix. Je regarde passer les gens. Certains sont en short et en sandales. Il y a plein de garçons de mon âge le bras passé autour d'une fille. J'ai l'impression que ces couples sont tous très beaux, bien habillés et qu'ils rient en s'embrassant. La vie est belle. J'ai jamais passé le bras autour du cou d'une fille, ni pris la main d'une fille, ni même regardé une fille dans les yeux plus de 10 secondes. Vincent, c'est bon. Aziz a gagné, on va voir son film. T'es témoin. Si celui-là il est nul, comptez pas sur moi pour le prochain épisode. Je saute du muret, je les rejoins et je ravale les petites larmes qui commençaient à venir. Il est 1h30. J'ai plus ou moins terminé de réviser mon contrôle de géo et je vais me laver les dents. Je jette un coup d'œil dans le miroir, chose que je ne fais jamais. D'habitude, je me brosse les dents en lisant la composition du dentifrice. Je me suis toujours demandé ce que les gens entendent par crise d'adolescence. Je me demande si chez moi, elle ne se traduit pas comme ça. Une endive incapable de supporter son reflet. Bref, je me regarde. J'ai l'arrêt au milieu, pourquoi? C'est un peu moche, pas vraiment à la mode. Sur la tablette, le pot de gel de Thibaut. Lui a les cheveux très courts et les tient ébouriffés grâce à l'effet saut du lit. Ça fait plutôt dans le pâté comme effet, mais c'est sans doute moins vendeur dans le pâté. Demain, je change de coiffure. Je suis en retard, je suis en retard, je suis en retard. T'es allé chez le coiffeur cette nuit ou quoi? T'as pris mon gel? Qu'est-ce que c'est que ces histoires? T'as pas entendu ton réveil? Mais non, je croyais qu'on commençait à 8h, 9h, en fait c'est 8h30, je suis en retard. Je peux pas apprendre ton emploi du temps par cœur. En plus, je comprends jamais rien avec vos semaines à éveiller. Qu'est-ce que tu manges? C'est pas l'heure de manger du jambon? Ça se fait, on a le droit. T'as pas de l'argent pour que j'aille en bus? Bon, mais c'est la Oui, la dernière fois, promis. Merci maman. T'as pris mon gel, il a pris mon gel, je me suis maman. Je suis dans le bus. Ah, finalement, je devrais me tromper plus souvent, c'est quand même vachement mieux. On crève un peu de chaud en ce moment, mais s'il n'y a pas trop de vieilles, on peut s'asseoir. Et justement, ce matin, il n'y en a pas beaucoup. Des vieilles. Je vais à l'arrière du bus. Le nouveau est là contre la fenêtre. Je vais où? De l'autre côté de l'allée ou à côté de lui? Où? Il m'a vu, il me sourit. Je m'assois à côté de lui. Salut. Salut. Moi, c'est Cédric. Je sais. Et toi? Vincent. Ah ouais. T'étais où avant? En Normandie, au Havre. Mes parents ont divorcé et mon père est venu vivre ici. Et ta mère? Elle est restée là-bas. Tu
Tu voulais pas rester avec elle? Non, ça va, puis je la verrai souvent de toute manière. Ouais. J'ai très chaud, je transpire à grosses gouttes. Cédric, pas du tout. Mon gel me coule sur le front, mes cheveux doivent se casser la gueule. Et toi, tes parents, ils sont encore ensemble? Ouais, T'as des frères et sœurs? un frère. Il est en terminale, il est con. Moi, j'aimerais bien en avoir. Je suis fils unique. C'est la prochaine. Ouais, j'ai entendu, j'arrive. Arrivé au collège, je fonce aux toilettes, me rince les cheveux dans un lavabo. Le changement de look, ce sera pour une autre fois. Le truc que je déteste le plus dans le sport, à part le sport lui-même, c'est le moment où il faut se changer. Le tout, c'est d'être soit en avance sur les autres, soit en retard. Comme ça, il n'y a pas trop de monde quand tu te déshabilles. Aujourd'hui, tout le monde est en avance ou en retard, je sais pas, mais on est tous là en même temps. Regardez, il y a un tapette qui fait des manières. Momo parle de Pascal, le plus petit de la classe, le plus blanc de peau, le plus timide. Il en faut toujours un, et c'est mieux quand c'est pas soi. Le grand jeu de Momo depuis la 6e, c'est d'emmerder Pascal. Faut dire qu'il apporte une serviette pour se la nouer autour de la taille, comme ça on le voit pas en slip. Il est con. Moi je m'arrange pour avoir ce jour-là un grand t-shirt. Alors ma poulette, tu veux pas qu'on voit ta culotte? Tous les garçons se marrent, moi aussi. Cédric sourit, l'air gêné. Il est en caleçon, il est plus musclé que moi, surtout au niveau du ventre. Mon regard descend sur son caleçon. Je ressens un grand vide dans ma poitrine, comme si mon cœur s'était décroché et était tombé dans mes godasses. Cédric se retourne vivement, attrape son survêtement et l'enfile. Pascal est changé aussi. Le cours de torture avec Mister Crétin va commencer. Bientôt Noël. Comme cadeau, le collège nous offre 1 heure d'entretien général avec Girardin, la conseillère d'orientation. Alors sinon, vous avez aussi les filières professionnelles, alors ne pensez pas que ce sont des études au rabais, bien au contraire. Hein. Elles sont souvent spécialisantes et très qualifiantes et elles débouchent très souvent sur un emploi. Oui, Vincent. Et pour être ornithologue, Alors, oui, ornithologue, c'est... Oui, c'est intéressant. Donc, qu'est-ce qu'on a à foutre des ornithorynques? Mais vous n'êtes pas en récréation. Alors, oui, pour les études d'ornithologie, c'est-à-dire pour étudier les oiseaux, c'est ça, Vincent? bah oui. Oui, bah vous devriez aller au centre d'information et d'orientation, le CIO, rue Marcel Dassault. Vous y trouverez toutes les informations utiles. Super, c'est à 12 milliards de kilomètres de chez moi. Merci Girardin, tu reviens quand tu veux. Il y a des lycées sport-études par ici? C'est Cédric qui vient de lever la main. Oui, il y a Marcel Pagnol qui fait aussi internat, mais bon, enfin, c'est très difficile d'être admis en sport-études, hein, vous savez. Je sais. Je savais pas qu'il voulait faire ça. C'est vrai qu'il est très bon en sport, surtout en athlétisme. Marcel Pagnol, c'est super loin. Vincent, tu sais? Ah, Ah oui, la chaîne du nez. Pas besoin d'en faire un scandale, ça m'arrive 40 fois par semaine. Je peux aller à l'infirmerie? ah oui, oui. Faites-vous accompagner par quelqu'un. Non, c'est bon, je peux y aller tout seul. À chaque fois, faut se faire accompagner. C'est vraiment débile, mais bon, c'est... Le règlement, Vincent. Cédric, accompagnez Vincent, s'il vous plaît. Je savais pas que tu voulais faire ça. Sport-études. Bah ouais, c'est Christophe qui m'en a parlé. Ah, c'est bien. C'est vrai que t'es plutôt balèze en sport. Bon, pas aussi fort que moi, mais... Ouais, et toi, ornithologue? Bah ouais. C'est intéressant, c'est chouette aussi, j'ai un oncle qui fait ça. Ah bon? Ouais, dans les Vosges. Il a écrit un bouquin sur les oiseaux, je te le prêterai si tu veux. Ah ouais, merci. Et puis, au lieu d'aller à l'infirmerie, on s'est assis dans le préau et on a parlé des oiseaux, du 100 mètres haies, de sa vie ici avec son père, de mon gros con de frère. On s'est marré à imiter Girardin. C'est pas grave que tu sois nul en sport. De toute façon, ça te servira à rien plus tard. Et puis, dans la forêt, tu seras bien obligé de marcher. Voilà, ça te fera faire du sport. C'est con, on sera pas dans le même lycée l'année prochaine. Parce que l'ornithologie, ça doit pas exister partout. Et encore moins à Marcel Pagnol. Ouais, c'est con. Alors les tapettes, on discute chiffon? Ça, c'est Christophe. Qu'est-ce que tu fous là? Ah bah, je me suis fait virer par Carreras parce que j'ai demandé si ça existait un BTS coiffure pour Jennifer. T'es con. C'est vrai qu'elle en aurait bien Ah besoin. ouais. Alors, t'as fini mon jeu ou pas? Bah non, je suis commencé à le finir. Bon bah, j'y vais quand même à l'infirmerie. J'ai l'impression d'être un bip cardiaque rectiligne sur un écran d'hôpital.
Cédric n'est pas dans le bus ce matin. Je décide de l'attendre. Il n'est pas dans le suivant non plus. Tant pis, je le prends, j'y cours avec Carreras et je veux pas être trop en retard. Je m'assois au premier rang. Je me retourne pour voir si Cédric est là. Christophe me fait un énorme sourire de toutes ses dents. Qu'est-ce qu'il a, lui? Je lui demande s'il sait jouer de la trompette. Le cours se termine, pas de Cédric. La journée se passe, pas de nouvelles. Il doit être malade, je commence à m'inquiéter. Oh, si Cédric avait eu un accident, un truc super grave. Je suis sûr que Christophe est au courant et le garde pour lui. À la récré, je prends sur moi et vais voir l'ignoble Christophe. Tu sais où il est, Cédric? Il est pas là. J'ai vu. Et il aime pas les PD. Quoi? Il est pas là parce qu'il a une angine. Et il aime pas les PD. Je reste comme une courge devant Christophe qui me refait le coup du grand sourire. Je sais absolument pas quoi répondre. Qu'est-ce qui se passe? J'ai loupé quel épisode? Je suis incapable de répondre. Ah, chaîne du nez! Oh, elle a ses règles. Il faut vite l'emmener à l'infirmerie. Ah, heureusement sa meilleure copine est là, elle va la consoler. Et après elles vont pouvoir aller faire du shopping. Ta gueule, Mounion, t'es vraiment trop con. Myriam, tu viens de te briser toutes tes chances avec le plus beau mec de la classe. Hein. Tu veux pas me dire ce qui se passe, Vincent? Depuis un moment, t'es plus comme avant. J'ai l'impression que tu t'éloignes. Elle parle bien des fois, Myriam, comme une adulte un peu. Tu veux pas me dire? C'est Cédric, c'est ça? Quoi, Cédric? Bah, tu... Bon, bah... J'y vais, Vincent. On se retrouve demain. Ce soir-là, maman a fait des cannellonis aux épinards et au tofu. Papa est rentré plus tôt que d'habitude. On mange tous ensemble. Thibaut raconte des trucs marrants qui lui sont arrivés au lycée. Papa rigole. Je ne dis rien. Maman est en face de moi, elle me regarde souvent, l'air grave. Comme si elle voulait me dire quelque chose, mais qu'elle n'y arrive pas. Moi, j'aimerais bien lui dire quelque chose. J'ai quelque chose à lui dire. Mais je ne sais pas vraiment quoi. Et voilà. On est le parrain. Je vais lui passer peut-être tout de suite le micro. Voilà. Merci. Bonsoir. Il est difficile de parler après cet extrait. Je voulais simplement donner quelques caractéristiques du travail de Yann Dacosta. Ce qui, à mon sens, est la première étape de sa réflexion et son rapport aux œuvres, et notamment à l'écriture. Quand il explore Fassbinder, comme ce fut le cas naguère, ou à venir von Horvath avec les légendes afro-viennoises qui verront le jour à l'automne au CDN de Rouen, ou Thomas Gornet, il y a toujours une vision synoptique de l'œuvre, une mise à plat de l'œuvre, et un travail de recherche très précis, ce qui le caractérise aussi. Alors il s'avère que moi je suis très heureux à la Scène nationale de Dieppe parce que la rencontre entre Thomas Gornet et Yann Dacosta me touche particulièrement à la mesure où ça fait 15 ans que je suis Thomas Gornet, jeune acteur naissant et puis auteur. Et là on a la chance d'avoir un magnifique auteur contemporain vivant, assez disponible, avec beaucoup d'humour et qui écrit sur une période un peu difficile parfois dans l'écriture, puisque jamais il est dans la mièvrerie, jamais dans le bon sentiment, mais toujours dans le mot juste, avec une certaine distance et avec énormément d'humour. Et la rencontre avec Yann me touche particulièrement parce que je trouve que cette écriture très élégante de Thomas et le travail très précis
à la fois dans la scénographie, on l'a vu, est très inventive, hein, toujours, avec Yann Dacosta, c'est toujours extrêmement précis et inventif, et l'art aussi de s'entourer de nouveaux partenaires, de nouveaux artistes avec lui, hein. Pas uniquement les comédiens, parce que je crois que c'est la première fois que tu travailles avec cette équipe. Donc cette capacité aussi à renouveler, à rechercher les inspirations nouvelles, avec Hugues Barthes notamment, et bien ces rencontres-là, ces synthèses-là, et puis la rencontre avec l'écriture de Thomas Gornet, je trouve que là, il y a vraiment un télescopage heureux. Et là, je pense vraiment que parmi les collègues qui sont dans la salle, il ne faut vraiment pas manquer cette occasion. Je crois qu'il faut vraiment aller vers cette œuvre, aller vers cet auteur, aller vers ce travail de la compagnie, vers ces acteurs, Clémentine, Théo et Com, qui sont particulièrement remarquables. Moi, j'ai vu 2 étapes de travail en Normandie, et qui étaient vraiment déjà très très abouties, tant dans l'intention que dans l'argument, que dans la recherche et dans l'acte très précis toujours de Yann. Donc là, on est dans une recherche très exigeante de l'œuvre, et une présentation relativement simple, semble-t-il, mais ô combien complexe, sur une thématique très complexe, avec des rapports toujours très vivants, très forts, très touchants, mais encore une fois, toujours très élégants. Et là, c'est la rencontre de 2 élégances. Donc vraiment, si vous avez envie d'aller vers une écriture, certes, tu en as parlé, hein, destinée à l'adolescence, collège, lycée, ce qui n'est pas si fréquent dans la réussite à ce point, mais aussi dans le tout public, sur une thématique complexe, difficile parfois d'approche, et qui peut faire peur, hein, certains artistes évitent ce type de confrontation, et bien là on est dans une réussite assurée. Donc là franchement, n'hésitez pas un seul instant, la création est en mars 18, donc là il faut vous inscrire dès maintenant dans cette dynamique-là, parce que après vous le regretterez, ça je peux vous le garantir. Et si vous le prenez et que vous l'avez regretté, je vous invite à venir à Dieppe, on partagera des coquilles Saint-Jacques, et puis vous verrez que vous reviendrez sur vos premières sensations. Mais là, franchement, il faut y aller, quoi. C'est pas si fréquent. Moi, je vois énormément de maquettes, énormément de spectacles, comme beaucoup de mes collègues, et cette approche-là, je la trouve vraiment, en dehors même de la pertinence, vraiment très juste. Et la justesse, évidemment, elle est portée par les comédiens, hein, je ne les oublie pas, parce que ça a été, moi, la première étape de travail, une vraie révélation. Je connaissais bien le travail d'Yann, donc là-dessus, mais ça fait partie du travail du metteur en scène que de choisir un casting comme celui-là. Et là, vraiment, on a la chance d'avoir une équipe, des possibilités de travailler avec le dessinateur, de rencontrer l'auteur, hein, parce que Thomas bouge beaucoup, Thomas Gornet. Donc là, vraiment, vous avez de quoi construire tout autour de l'œuvre, de cette magnifique œuvre, un travail juste, encore une fois, droit, rectiligne. Et puis, franchement, voilà, c'est pas si fréquent d'être confronté à cela, à cette émotion-là. Voilà. Alors, je voulais saluer le parrain. C'est rare aussi d'avoir un parrain qui défend avec cette énergie et comment dire, cette équipe. Donc Philippe fait plusieurs fois qu'il vient ici et qu'il soutient des projets, il connaît le lieu maintenant et le dispositif. Et pour le coup, c'est agréable de voir qu'à un moment donné, il défend aussi bien un projet, alors certes pas d'une équipe émergente, n'est-ce pas, mais en tout cas, comment dire, singulier et effectivement fort, important, surtout aujourd'hui de parler de l'homosexualité et pour le coup de l'homophobie. C'est plutôt, je dirais, d'utilité publique. Est-ce que, alors on a beaucoup parlé, est-ce qu'il y a peut-être autre chose à ajouter ou pas sur le projet? Pardon. Moi je vais juste rajouter un tout petit truc, parce que je crois que ça n'a pas été dit. En fait, je crois que c'est quand même avant tout, enfin en tout cas moi c'est aussi à cet endroit que ça me parle, voilà, c'est qu'avant tout c'est quand même une histoire de quelqu'un qui découvre ce que c'est que le sentiment amoureux. Et dans ce sens-là, je crois que ça parle des différences, mais même au-delà en fait de l'homophobie, même si c'est un sujet évidemment central dans la pièce et central dans la société et qu'il faut en parler. Quelle question, oui. Je voulais savoir si c'est vous ou si c'est l'auteur directement qui fait l'adaptation, le dialogage, etc. L'adaptation, on l'a faite ensemble avec les comédiens, et ensuite je l'ai proposé à Thomas Gornet, qui a fait quelques retouches. Donc l'adaptation, là, elle a été validée, il a fait des ajouts de texte, etc. Mais c'est nous qui l'avons fait en travail, l'adaptation.
peut-être je peux dire, en fait, donc ce spectacle sera créé en mars 2018 au Rive Gauche à Saint-Étienne-du-Rouvray, qui est un des coproducteurs. On a une étape de travail aussi à Dieppe, et on a un troisième coproducteur qui est l'Étincelle, théâtre de la ville de Rouen. Aussi, on aura une étape de travail. Donc en termes de résidence, on a ce qu'il faut. Maintenant, on est à la recherche encore de coproduction, de diffusion, et aussi d'un atelier de construction décor. Voilà, où on est dans les devis, en train de prospecter, etc. Et voilà, si on avait un partenaire avec un atelier de construction décor, ce serait super. Ouais. Il y a des questions? Oui. Peut-être une dernière chose, Dernier point. c'est que Thomas Gornet est très militant au sein de SOS Homophobie, et il mène plein d'actions de sensibilisation dans les collèges. Et donc le travail de sensibilisation qu'on fera ensemble et avec le dessinateur, etc., sera aussi en lien avec SOS Homophobie, qui a aussi un protocole de travail et d'approche aussi du sujet dans les établissements. Voilà, on va conclure là-dessus. On remercie le parrain, bien sûr, et l'équipe d'avoir présenté ce projet. C'était le dernier de cette série, en quelque sorte.